Jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis c'est d'accomplir le tableau de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis c'est j'accomplis le tableau de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis c'est j'accomplis le tableau de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Yedharma Hetu Pravava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Chanchayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Yedharma Hetu Pravava Hetum Desham Tathagato Yavadat Desham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Ok. Où est-ce qu'on s'était arrêté ce matin? L'étape numéro 7. C'est quoi l'étape numéro 7? Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et donc ici, ce qu'on a dit, c'est que pour votre propre bienfait, pour votre propre bien, pour le meilleur des biens que nous cherchons, le bonheur infini, le moyen par lequel nous pouvons obtenir cela, c'est de cultiver l'amour inconditionnel vis-à-vis d'autrui. Et donc comment? L'amour inconditionnel, ça veut dire l'amour vis-à-vis de tous les êtres. Et pour cela, qu'est-ce que c'est tout le monde, tous les autres? Donc, peuvent être catégorisés en trois: nos proches, les personnes neutres et les personnes difficiles. Et donc nos proches, ça va, ok, on sait très bien, on peut voir les bienfaits immédiats que nous pouvons avoir en aimant nos proches. Ensuite, le premier, c'est par rapport aux personnes neutres, les êtres neutres et les personnes difficiles. Comment est-ce qu'on peut cultiver l'amour à leur égard? Pour cela, le mécanisme par lequel nous ressentons de l'amour et de la compassion est généré. Comment est-ce qu'on le génère? C'est en voyant les bienfaits que nous pouvons retirer d'autrui. Si vous voyez les bienfaits, automatiquement, votre esprit va s'écouler naturellement auprès de ces personnes. En voyant que la source des bienfaits, dès l'instant où vous ressentez qu'il y a plus de bienfaits, votre amour va se développer aussi de manière plus intense. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut voir, cultiver l'amour et l'affection vis-à-vis des personnes neutres et les personnes difficiles? C'est le mécanisme. C'est en voyant les bienfaits. Quels sont les bienfaits que nous pouvons retirer des personnes neutres et des personnes hostiles?
Et donc la plupart du temps, on ne pense pas au bienfait que nous pouvons recevoir des personnes neutres et les personnes difficiles. Donc c'est là où nous nous trompons. Si nous ne pensons pas au bienfait que nous retirons des êtres neutres et les personnes difficiles, on ne générera jamais l'amour inconditionnel vis-à-vis d'autrui. Et donc, si nous ne générons jamais l'amour infini et l'amour inconditionnel, nous n'aurons jamais le bonheur infini. Et donc, si c'est le mécanisme selon lequel nous arrivons à savoir que nous pouvons générer l'amour inconditionnel, alors qu'on sera tellement heureux de penser à ces points. Dans notre esprit, comment notre esprit fonctionne? Que vous aimiez une personne, que vous aimiez un nombre infini d'êtres, le mécanisme, les fonctionnements dans notre esprit, c'est similaire. Et comment l'esprit fonctionne? C'est au travers de l'origine dépendante. Tous les phénomènes existent de manière dépendante. Votre esprit se sent heureux vis-à-vis d'autres personnes, en milieu d'autres personnes. Votre esprit peut se sentir de manière rigide vis-à-vis d'autres personnes. Et donc votre esprit peut devenir extrêmement flexible vis-à-vis des autres personnes. Et donc ces facteurs, les plus grands des facteurs, sont de penser au bienfait des autres que les autres vont vous apporter. Et les bienfaits que nous recevons, ces bienfaits. Nous recevons ces bienfaits, mais nous n'y pensons pas. Par exemple, si nous ne pensons pas aux bienfaits donnés par notre mère, c'est là qu'il y a un problème. Par exemple, souvent, quand on a 20 ans, quand on a passé 20 ans, on ne pense même pas à la mort de notre mère. On devient autonome, et puis on ne pense jamais à l'amour de notre mère. Et quoi qu'elle fasse, une petite chose, une petite erreur, ça, on en fait quelque chose d'insupportable. On est tellement agité. De la même façon. Donc j'ai vu ça avec certains de mes très bons amis, qui sont extrêmement décents, gentils, agréables, avec la communauté, ils sont super agréables. Et puis, quand je vais chez eux, je vois la dynamique entre la personne et son père ou sa mère, ou sa mère, etc. Et quand je vois la dynamique, je me dis, je me sens un peu triste. Je vois les parents, l'enfant, quand il parle de manière très forte, et les parents sont plutôt discrets, une forme de soumission, etc. Je trouve ça tellement triste, c'est parce qu'ils sont tellement proches, et puis on prend pour acquis l'amour des parents, et donc vous recevez, au début, vous étiez tellement vulnérable, etc., et puis maintenant, vous êtes plutôt autonome et les choses, vous pouvez aller où vous voulez, etc. Alors que les parents sont plutôt faibles physiquement, deviennent plus faibles. Et quand cela arrive, on n'y pense pas à l'amour qu'on a reçu quand nous étions vulnérables. On ne pense pas à l'amour qu'on a reçu quand on était un jeune enfant, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, où nous avions tellement besoin des parents, ils étaient là. Et pourquoi on n'y pense pas? Et à cause de là, quand on grandit, on est plus physiquement, on est plus agile, etc., et qu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et donc, c'est triste. Alors que ce n'est pas que vous n'aimez pas vos parents. Ce n'est pas du tout que vous n'aimiez pas vos parents. C'est juste qu'on ne pense pas au bienfait énorme que nous avons reçu des parents. Quand nous étions plus vulnérables, quand nous étions plus jeunes et que nous avions besoin de leur amour. Et donc, quand on pense à cette existence dépendante, cette production dépendante, automatiquement notre esprit, l'amour et l'affection que nous avons reçus de nos parents, physiquement, à chaque fois qu'on grandit, on grandit. Et donc la dépendance est moindre, on est moins dépendant de nos parents, et l'amour et l'affection que nous avons atteint, ce qui est toujours là, et au fur et à mesure que vous grandissez,
Cet amour, il vient à l'intérieur, il descend à l'intérieur, il descend en profondeur. Il est là. Et quand vous y pensez, à nouveau, cela revient. C'est la façon, c'est le mécanisme de l'esprit. Vous y pensez, simplement en y pensant, et hop, cela revient à la surface. Au moment où cela revient à la surface, c'est tellement merveilleux. La façon dont vous voyez votre mère, c'est tellement différent. La façon dont vous voyez votre père, c'est tellement différent. C'est tellement magnifique. C'est la façon dont la mère voit l'enfant. Et donc, il n'y a rien de... par exemple, il renverse un verre, etc. Elle va rigoler, elle va juste rire et le réparer. Ce n'est pas grave. Et donc là, c'est avec l'amour, tout est magnifique. Et vous voyez tout comme étant magnifique, dans la façon dont agit votre mère, votre père, votre femme, votre mari, vos enfants, etc. Et votre vie devient tellement plus heureuse, il n'y a plus de stress. Et donc il n'y a pas d'exception vis-à-vis des êtres neutres et des personnes difficiles. Si vous y pensez, automatiquement l'amour va venir. L'amour, ça veut dire que votre esprit va se sentir, va s'écouler directement vers les êtres, va se diriger automatiquement vers les êtres. C'est exactement la nature de notre esprit. Au fur et à mesure que notre esprit va s'écouler vers les êtres neutres, c'est extrêmement drôle la façon dont notre esprit fonctionne. Par exemple, des êtres neutres, des êtres difficiles, quand ils font des bêtises, dans des conflits, etc. Et automatiquement, vous vous sentez tellement sur la défense, même si vous ne connaissez pas la personne. Les personnes difficiles. Et donc, quoi que fasse la personne, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Si vous voyez les bienfaits, si vous y réfléchissez plus aux bienfaits que vous pouvez recevoir des personnes hostiles ou difficiles, la personne est plus difficile. Difficile, ça veut dire quoi en général? La personne est difficile avec vous. Si cette personne est difficile avec vous, pour vous, ça veut dire que cette personne devrait être une personne difficile pour tout le monde, tout autour, en général. Imaginez. Pour vous, cette personne, vous êtes une personne, et la personne, imaginons, cette personne, il y a tellement de gens autour qui ne l'aiment pas, par exemple, à cause de son ignorance. Donc, c'est parce qu'elle ne sait pas comment fonctionne la psychologie. Et donc, tout est difficile, et donc c'est beaucoup plus difficile du côté de la personne. Le point ici, c'est que quels sont les points, de voir les points sur lesquels on peut réfléchir pour développer cet amour vis-à-vis des personnes neutres et des personnes difficiles. D'abord, les personnes neutres. Notre véritable nature, si elle est manifeste, on ne dépend plus de personne. On n'a plus besoin d'attendre les bienfaits pour les autres. Mais à cause de l'attitude égocentrique, cela nous rend tellement les choses difficiles, on est tellement vulnérables. L'attitude égocentrique fait tellement en sorte que cette liberté est perdue, l'absence de peur, le bonheur infini, la véritable nature de notre esprit. Et donc, tout ça, c'est bloqué par l'attitude égocentrique. À cause, vous vouliez l'absence de peur, mais vous êtes dans la peur. Vous voulez le bonheur infini, mais vous êtes bloqué, vous êtes empêché d'obtenir le bonheur infini. Et donc ça, c'est notre nature temporaire, ce n'est pas la véritable nature de l'esprit. Et donc vous êtes tellement dépendant maintenant, de nos jours, actuellement. Sur le long terme et sur le court terme. Sur le court terme, la nourriture, les besoins, les vêtements, la maison, les transports, et puis les compagnons. Et par exemple, vos études, votre éducation, pour l'éducation, le matériel éducatif, etc., pour votre boulot. Et tout ce dont, par exemple, la chaleur en hiver, les ventilateurs en été, etc., et puis pour le nettoyage, enfin, tout ce qui est bon. Et donc, d'où est-ce qu'on l'obtient? D'où est-ce qu'on l'obtient? On dépend de tout cela. On doit dépendre de cela, de toutes ces choses. Et à long terme, combien de temps nous allons dépendre de quelque chose dont on a besoin aujourd'hui? Il faut aussi penser aux bienfaits sur le long terme.
Et donc ça veut dire que je veux totalement être indépendant, je veux être éveillé. Je dois obtenir le nirvana, je veux atteindre l'éveil. Sur le long terme, les bienfaits et les bienfaits à court terme. Qui peut nous apporter ces bienfaits pour nous? On va l'explorer. En hiver, c'est sûr, on utilise le chauffage en France ici. Vous utilisez ça ici, en France? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'utilise pas le chauffage en France, en hiver? Laura? Tu l'utilises, le chauffage. Très bien. Ça veut dire qu'on l'utilise tous, le chauffage. Imaginez. Ce chauffage. Quel type de chauffage vous utilisez? Électrique? Électrique? Ou à gaz? Ou le bois? Le fuel? Et quoi d'autre? Le fuel? Au monastère, c'est du bois. L'électricité, il y a le gaz. D'où est-ce que vous recevez le bois? Hein? C'est livré. Et donc le chauffage. Combien d'entre vous utilisent le chauffage électrique? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Qui utilise le gaz? Le chauffage à gaz. Le bois? Le bois? Juste le bois. Pas d'électricité, juste le bois. Donc on va dire l'électricité, le chauffage électrique. Le chauffage électrique, pour nous immédiatement, il y a tellement de bienfaits. Et pour le bois, c'est plutôt compliqué. Le bois, c'est plutôt compliqué. Ce qui serait plus facile, ce serait... Ce stylo est plutôt cher. Quelqu'un a un stylo en plus? Est-ce que quelqu'un peut deviner le prix de ce stylo? 1 euro? 30, 400, vous pouvez en avoir 12 comme ça. Garanti. Pour 5 euros, vous en avez 12. C'est un demi-euro. 50 centimes. C'est un point extrêmement sérieux. Ce stylo. Imaginez combien de temps les stylos, des stylos comme celui-ci ont commencé à apparaître sur Terre. Combien de centaines d'années? Depuis les années 1900, etc. Ça fait une centaine d'années. Une centaine d'années. Avant 100 ans, il devait y avoir des personnes extrêmement riches, extrêmement puissantes. Il y a 200 ans, 400 ans, etc., des personnes extrêmement puissantes qui possédaient toute la richesse d'un empire. Il y avait des rois. Est-ce qu'ils avaient le privilège d'utiliser de tels stylos? Non. Et donc, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Et donc, ils devaient écrire des notes, par exemple. Qu'est-ce qu'ils utilisaient? C'est quoi? C'est un plume? Personne. Ils utilisaient une personne qui écrivait pour eux.
Écoute attentivement, boss. Quel stylo utiliser? De l'encre et une plume. De l'encre et une plume. L'encre, on l'utilise toujours, mais la plume. Et donc, même si vous aviez la richesse tout entière d'un empire, vous n'aviez pas le privilège d'utiliser un stylo. Et donc, c'est plus pratique. C'est plus pratique d'utiliser. Est-ce que vous préférez utiliser une plume ou utiliser... Quel est le problème avec la plume? Quel est le problème avec une plume? On mettait de l'encre partout, et puis c'était pas, comment dire, standard, ce qu'on écrivait, etc. Et donc, ce stylo, c'est juste 50 centimes. Mais imaginez si ce stylo avait existé il y a 2000 ans. Les rois et les reines l'auraient mis dans leur chambre à trésor. Et parce que c'était extrêmement précieux pour eux. Ils n'auraient même pas utilisé cela. C'était l'un des trésors des empires. Mais aujourd'hui, on l'utilise et on le jette. Et comment c'est possible? Si vous deviez faire ceci par vous-même, si vous deviez le produire pour vous-même, combien cela coûterait? Cela coûterait des millions d'euros. Si vous deviez produire ce stylo rien que pour vous, parce que vous avez besoin d'extraire l'or. Pour le plastique, vous avez besoin d'extraire le pétrole. Et pour extraire le pétrole, il faut des machines extrêmement chères. Et le processus pour extraire le pétrole. Et puis ensuite, pour en faire des hydrocarbures, pour faire du plastique, la machine qui fait cette forme. Et puis le bout, c'est du tungstène. C'est pas du plastique, c'est du tungstène. C'est du métal et qui est extrait d'une mine de tungstène. Et puis les machines pour faire cette forme, etc. Et puis l'encre, au minimum, cela coûterait des millions d'euros. Imaginez. Mais vous avez le privilège de l'utiliser. Et les ventilateurs ici, ce ventilateur, combien ça coûte? Combien ça coûte? 29. C'est précis. Les Américains, les Canadiens, et tout de suite ils connaissent le prix. 29. $70. 70. Donc il y a 2000 ans, est-ce que vous pensez que ces ventilos existaient? Non. Si les rois et les reines avaient été... Les rois et les reines, ils étaient tellement puissants. Et donc qu'est-ce qu'ils auraient utilisé? Une personne. Ils utilisaient une personne. Un ventilateur humain. Lequel est le plus efficace? Un humain ou ça? Vous devez nourrir les personnes qui prennent des plumes pour vous. S'il est fatigué, lui, il va plus lentement, mais alors que le ventilo, il reste toujours au même niveau. Et donc, c'est tellement efficace. C'est 24 heures sur 24, tant qu'il y a l'électricité. Et puis, l'être humain qui vous fait du vent, il va de plus en plus lentement, et puis vous devez le nourrir et puis lui donner un logement. C'est tellement compliqué pour le ventilateur humain. Mais ici, vous avez ça. Pensez de manière sérieuse. Si vous deviez produire cela pour vous-même, cela coûterait des millions d'euros, croyez-le ou non. Pourquoi est-ce que vous l'avez simplement pour $70? Pourquoi est-ce que vous avez ce stylo simplement pour un demi-euro? Comment est-ce que c'est possible que même les rois et les reines, les personnes les plus riches et les plus puissantes d'il y a 2000 ans ne pouvaient même pas l'utiliser? Et vous avez ce privilège. Pas seulement le privilège, mais simplement pour 50 centimes. Comment est-ce que vous avez pu avoir cette opportunité? Pourquoi est-ce que c'est si peu cher pour vous? La production massive, la production de masse. Neutral. From neutral. Non. Qu'est-ce qu'on entend par la production de masse? Qu'est-ce qu'on entend?
tellement de millions de personnes qui achètent le même objet. Et il y a des millions de personnes qui achètent le même objet. C'est grâce à eux que cela devient si peu cher. Et donc, vous connaissez ces millions de personnes? Est-ce que vous connaissez ces personnes? Vous ne les connaissez pas. Pourquoi est-ce que ce ventilo est si peu cher? Si vous deviez avoir un ventilateur humain, ça coûterait combien par journée? Ça coûterait combien par jour? Et dites-moi. Donc, pour avoir quelqu'un qui puisse vous faire de l'air pour une journée. Dites-moi, par heure, combien vous payerez? 80 € par jour. Pour 8 par jour. Ou pour 8 heures. Pour 8 heures. Et puis, ça fait 8 multiplié par... Si vous voulez 24 heures, vous avez besoin de 3 personnes. Et vous multipliez par 30 jours. Et c'est extrêmement cher. Et pour une année, c'est extrêmement cher. Vous comprenez? Et il dirait, oh, demain je ne peux pas venir. mon fils est malade, je dois aller à l'hôpital, etc. Et il n'y a pas de fan, il n'y a pas de ventilo. Alors que celui-ci ne veut pas se plaindre, c'est tellement facile. Et puis, vous avez votre intimité, tout est là. Alors qu'avec un ventilo humain, vous n'avez plus votre intimité. Vous comprenez que ça, c'est tellement peu cher, c'est tellement abordable. Et comment est-ce que c'est possible que vous puissiez mettre un prix si dérisoire pour cela? C'est parce que la production de masse, vos vêtements, la nourriture, même pour la nourriture, imaginez que la nourriture qu'on reçoit ici, la nourriture qu'on pourrait avoir, d'abord, vous allez avoir besoin de cuisiniers. Et puis quelqu'un qui prend soin de nous, Catherine qui prend soin de nous, et puis Vénérable Anila qui gère tout le projet, etc. Et puis quelqu'un de l'extérieur qui apporte la nourriture. Et puis, il doit y avoir une route, il doit y avoir des voitures qui existent. Et puis les magasins. Et puis la nourriture, elle vient des fabriques. Les fabriques, les usines, elles viennent, et puis avant, ça vient des fermiers, des paysans. Et donc, ça fait des millions de mains qui sont impliquées. Et toutes ces personnes, ils doivent eux aussi manger quelque chose, etc. Et donc, c'est extrêmement l'interconnectivité. Ces personnes qui sont impliquées là-dedans. Sans ces personnes, on n'aurait pas cette nourriture aujourd'hui, ni ce ventilateur. Et on n'aurait même pas l'eau pour prendre une douche. On ne pourrait pas avoir ce vêtement, ce micro. La moindre chose dont nous profitons aujourd'hui, c'est grâce à la bonté de toutes ces personnes. Est-ce que vous connaissez ces personnes? On ne les connaît pas. On ne connaît pas ces personnes. Par exemple, en France, est-ce que vous avez le métro? Vous l'appelez métro? Métro. Le métro, le train. Est-ce que c'est cher? C'est combien le métro pour aller à Paris, le train pour aller à Paris? C'est combien? 27 €. Pas 20 000 €. Mais imaginez, en 20 ou 30 €, vous pouvez aller à Paris. Dans une voiture magnifique, dans un train magnifique. Mais comment est-ce que c'est possible? Si vous deviez avoir un train pour vous-même, ce serait extrêmement cher. Et là, vous payez juste 30 €. Et puis, tout le monde s'occupe de tout. Et c'est incroyable. Et comme ça devrait être extrêmement cher. Et donc, dans ces jours où les rois et les reines, dans le temps ancien, n'avaient pas des trains magnifiques, ils devaient aller en quoi, hein? En char, en diligence, etc. Et donc c'était pas du tout commode, c'était pas pratique. C'était pas comme maintenant. Et donc c'était là, tout est dû grâce à cette production de masse, etc. Tous ces gens qui sont impliqués.
Et quand vous vous sentez confortable dans le train, quand il n'y a personne ou quand il y a beaucoup de gens, quand il y a moins de personnes, parce que quand il y a trop de personnes, on se sent mieux quand il y a... Imaginez que vous soyez tout seul dans un compartiment immense. Ah, je suis tellement content, maintenant le train tout entier est pour moi. Vous êtes content ou pas? Si vous êtes la seule personne, le seul passager, c'est extrêmement effrayant. Faites l'expérience. C'est extrêmement effrayant. À chaque fois que n'importe qui peut venir, un voleur peut arriver et peut vous tuer et vous voler. N'importe quoi peut arriver. Et si vous vous dites, ouais, donc Patrick, tu iras dans un endroit immense, tout seul, sans aucune aide, etc. Tu vas voir comment c'est dangereux. Et donc vous allez sentir la peur. Vous allez ressentir cette peur. Et quand le train, il y a beaucoup de gens, est-ce que vous ressentez cette peur? Littéralement, vous ressentez tellement, reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Okay. En Amérique, l'un de mes amis, il m'a raconté des histoires extrêmement effrayantes d'un pâté de bâtiment jusqu'à un autre, un pâté de maison jusqu'à un autre. Et il a dit, dans la nuit, quand il fait nuit, quelqu'un avec un flingue pourrait venir. C'est extrêmement effrayant. C'est très effrayant. Et le point ici, c'est que, bien sûr, de nos jours, il y a des choses terribles qui arrivent un peu partout, mais généralement, si vous allez tout seul, dans un endroit tout seul, dans un train tout seul, on a tellement peur. Et sinon, vous allez dans un train qui est extrêmement rempli de personnes, vous sentez la joie. Et donc, bien sûr, à part certains pratiquants du Dharma, etc., ou à part parce que dans certains coins où il y a des gens qui mettent des bombes, etc. Mais sinon, quand vous êtes tout seul dans le train, n'importe qui peut venir vous tuer, vous voler, etc. Ça peut être. Mais quand vous êtes avec plein de gens, ça n'arrive pas. Quand on voyage dans ces trains, et donc on se plaint du monde, de ces surpeuplés, etc. Et puis les personnes VIP ne se plaignent jamais, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les personnes, les VIP, ils ont nécessairement besoin ils ont des garde-du-corps tout autour d'eux. Ils s'éloignent de ces personnes. Donc à quoi elles servent ces garde-du-corps pour ces personnes qui sont dans la foule, etc. C'est pour leur sécurité. Mais vous n'avez pas de garde-du-corps. Où que vous alliez, vous n'avez pas besoin de garde-du-corps. Quand vous allez au marché, il y a des gens tout autour de vous, vous n'avez pas besoin de garde-du-corps. Et pourquoi? Mais pourquoi vous en aurez besoin? Et tant qu'il y a des gens tout autour de vous, ils sont là et vous êtes tranquille, vous êtes en sécurité. Les gens qui sont autour de vous, ils vous servent de garde-du-corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et la différence entre vos propres garde-du-corps et les garde-du-corps des personnes VIP, des personnes célèbres, c'est que eux, ils ont besoin de les payer, vous n'avez pas besoin de les payer. Et les garde-du-corps qui sont pour les VIP, c'est extrêmement compliqué. Quand le VIP doit aller aux toilettes, les garde-du-corps viennent aux toilettes avec vous. Et vous devez les payer pour ça. Et vous devez vous occuper de leur nourriture. Et s'ils ne mangent pas, ils deviennent plus faibles et ne peuvent pas accomplir leur boulot. Alors que vos garde-du-corps n'ont pas besoin de le payer. Et si vous avez besoin d'intimité, ils vont vous laisser avoir votre intimité. Et ils vont faire leur... Et quand vous allez à la maison, eux, ils sont de même. Ils ne vont pas suivre, ils vont suivre à la maison. Et à nouveau, quand vous en avez besoin, ils sont là. Ça, c'est incroyable.
Si vous pensez de manière attentive, c'est incroyable, c'est la sécurité que vous avez. Vous connaissez ces gens? On ne connaît pas ces gens. Et c'est grâce à eux que vous vous sentez en sécurité. C'est tellement incroyable, vous vous sentez en sécurité. Si vous deviez payer une somme d'argent pour vous sentir en sécurité, vous ne pourriez même pas le payer. Vous n'auriez pas assez d'argent pour cela. Et donc c'est parce que c'est grâce aux personnes neutres qu'en fait on se sent en sécurité. C'est tellement précieux. Et vous ne connaissez pas ces personnes. Et même votre mère ne veut pas vous servir de garde du corps comme ça là. C'est quelque chose. Et il y a la sécurité. Et même les vêtements, les stylos, la production de base. Et ça, même votre mère ne peut pas vous le donner. Vous êtes d'accord ou pas? Votre mère ne peut pas vous donner, seules les personnes neutres peuvent vous le donner. Parmi les bénéfices qu'on peut obtenir, ceux des êtres neutres, cela dépasse de loin ce que peut vous donner votre mère. Si nous n'avions pas cette interconnectivité entre les gens de nos jours, avec tous ces gens neutres, si nous n'avions pas 7 milliards d'êtres humains, ça ne pourrait pas être le nombre de... Mais ce serait beaucoup moindre que ça. Il y aurait tellement de morts. Pourquoi est-ce que la population a explosé? C'est parce que c'est grâce à l'interconnectivité. Et puis le bienfait qu'on peut le recevoir, et toutes les inventions qui sont faites par les scientifiques, et puis ensuite ces inventions, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans, et puis ensuite c'est la longévité qui advient pour les gens, les commodités, et donc on pourrait s'imaginer, mais s'il y avait moins de gens, ce serait mieux. Si la population était moindre, ce serait mieux. Et donc la personne qui devrait être éliminée, ça pourrait être vous. Ça pourrait être l'un d'entre vous. Moi, je veux rester. On pourrait se dire, moi, je veux rester. Et puis les autres, c'est pas grave, ils peuvent partir. Mais ça pourrait être vous qui pourriez partir. Donc on doit penser de manière sensée à la bonté des personnes neutres. Et donc, qu'on y pense ou non, on reçoit ces bienfaits. Et puis parfois, c'est bien d'avoir expérimenter les difficultés. Donc, par exemple, certains d'entre vous pourraient dire, mais la nourriture, je l'ai payée. Et ce vêtement, je l'ai acheté. Et ce stylo, je l'ai acheté. Je vous ai dit, même si les rois et les reines d'il y a 2000 ans n'avaient pas le privilège de l'utiliser, ils avaient l'argent pour cela. Ils avaient l'argent d'un empire tout entier, mais ils n'avaient pas le privilège d'utiliser ce stylo. Pourquoi pas? Pourquoi aujourd'hui? Parce que toute cette révolution industrielle, combien de personnes sont décédées dans ce processus? Combien de personnes? Parce que c'est une révolution, et donc l'industrie est arrivée, et donc il y avait besoin d'employer, les employés, la masse ouvrière, etc. Et donc il y a des gens qui ont pu contribuer à cela, et on ne sait même pas qui étaient ces personnes. Et donc les millions de machines qu'on utilise de nos jours, c'est l'héritage des employés du passé. Donc, la plupart des machines qui étaient utilisées par le passé, elles sont toujours là. Et donc, des générations innombrables de millions et de millions de personnes qui ont été impliquées dans la production de ce stylo. Donc, ce stylo, votre mère, si votre mère vous aime tant, et votre père vous aime tant, s'ils pouvaient produire ce stylo pour eux, mais ils ne peuvent pas. Et pourtant, vous l'utilisez grâce à la production de masse, grâce à l'implication de toutes ces personnes neutres. Et donc, avec cela, nous voyons que si on pense à tous les détails, l'électricité. L'électricité a été inventée par Thomas Edison. N'est-ce pas? Il a inventé et après c'est venu. Non, c'est pas comme ça. Il a inventé et après il y a des milliers de mains qui ont été impliquées pour faire les fils électriques.
C'est pas juste une personne qui l'a inventé, hop, automatiquement, ça y est, ça a été multiplié. Non, une personne l'a inventé, a eu l'idée, et puis après, pour toutes les applications pratiques et concrètes, il y a eu des millions de personnes impliquées pour fabriquer tout cela, pour que ce soit viable, pour que ce soit accessible pour nous tous. Et là encore, on peut voir, c'est grâce à l'électricité. Finalement, ça nous a révolutionné. Ça a révolutionné la civilisation tout entière. Et vous connaissez tous ces gens, non? Et donc on est extrêmement dépendant de tous ces détails. Et ces détails, même vos parents ne peuvent pas vous les fournir. C'est grâce aux personnes neutres. Des millions et des milliards de générations et de générations de personnes qui ont été impliquées dans ces bienfaits qu'on reçoit. Si on pense à ces bienfaits, votre esprit naturellement va se sentir proche d'eux. On se dit, mais je l'ai acheté. Combien d'entre vous avez été piégés dans une situation où vous aviez l'argent, mais l'argent ne fonctionnait pas? Et c'était juste grâce à la bonté de quelqu'un qui vous a sauvé la vie, ou qui vous a sauvé, qui vous a aidé. Qui? Marc? Thomas? Tu veux partager cette histoire? Le point, c'est que ce que je suis en train de dire, est-ce que tu as rencontré une situation où tu avais l'argent, tu avais l'argent à la banque, tu avais assez d'argent à la banque, et tu étais dans une situation urgente où ton argent ne marchait pas, où ta carte ne marchait pas, et c'est quelqu'un qui t'a sauvé, quelqu'un qui t'a prêté, etc. Marc? En 2011? All money is worthless now. So whatever you do, you will get any money. So then I had to travel to Nepal, and there I take the money from ATM, and wait 3 months until there was money again at the ATM ready. Donc, tu as survécu, tu avais l'argent à la banque, mais cela ne fonctionnait pas. Tu as survécu parce que des amis m'ont prêté de l'argent grâce à la bonté, la gentillesse de certains amis, il a pu survivre, sinon il avait de l'argent, mais l'argent était gelé, en fait, ça ne fonctionnait pas. Ce sens-là, j'ai eu un accident de moto en Thaïlande, j'étais inconscient, et des amis sont arrivés, et ils ont appelé l'ambulance et ils ont payé tous les frais. Et donc il avait son argent, mais comme il était inconscient, ça ne fonctionnait pas. Et les parents sont arrivés, les amis sont arrivés, les amis sont arrivés, ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils ont payé les frais, ils se sont débrouillés pour cela. Et donc ce sont des incidents. Vous pouvez penser à ces incidents. Il y a beaucoup de gens, par exemple, en Himalaya, qui trekkent dans l'Himalaya et ils disparaissent. Et pourtant, les banques sont là. L'argent est là. Par exemple, dans certaines situations où si les autres personnes ne sont pas impliquées, l'argent ne peut pas vous aider. Et nous, quand on dit « Ah, mais j'ai payé pour ça », c'est une réponse tellement simple. C'est trop simple. Pour ce programme ici, on a eu Vénérable Elisabeth et puis Catherine. Elles ont dû faire toute cette dévotion, ce dharma de dévotion. Et puis, Vénérable Kunkenla, et aussi, et donc, c'est par amour pour le dharma. Et puis, Christophe, et c'est par simple appréciation pour la pratique de Bodhicitta, etc. Et donc, on peut voir que c'est grâce à cette bonté et qu'il y a cet environnement magnifique. Et puis, nous avons les bienfaits. Et pour moi, pour vous rencontrer tous, je suis venu d'Inde, et pour vous rencontrer ici, c'est grâce à cette situation. Et personnellement, de mon côté, et donc, en partie parce que mon amour de la pratique de Bodhicitta, ce n'est pas que je suis extrêmement efficace dans la pratique de Bodhicitta,
Mais fondamentalement, j'aime, à l'intérieur, j'aime la pratique de Bodhisattva. Et pour rencontrer les gens, et en particulier pour rencontrer les gens et les inspirer dans cette direction, de la façon dont moi j'ai été inspiré de manière incroyable par mes enseignants. C'est une grande joie pour moi, j'ai eu cette opportunité grâce à toutes ces personnes, initialement grâce à Vénérable Kunkenla, et tout un Kunkenla, et puis Vénérable Elisabeth, et puis maintenant ici, en venant ici au centre Kalachakra, nous avons Catherine qui est là, et puis tous les gens, et puis l'année dernière, Christophe. Et donc pour moi, j'en ai grandement bénéficié de tout cela. Et nous sommes tous ici grâce à ces contributions. Et puis, comment ils ont été capables, ils ont été connectés grâce à leurs enseignants respectifs. Ils les ont inspirés. Ah, tu devrais aller dans le centre du Dharma, et dans le centre Kalachakra. Et puis Vénérable Elisabeth là. Son enseignant, la Mayeche. Et donc ton boulot maintenant, ton dharma, c'est de créer le centre Vajrayogini, et puis ensuite Kalachakra, etc. Et donc tellement entièrement dédié aux enseignants, etc. Et puis maintenant tellement de personnes ont reçu le bienfait. Et donc de la même façon, ces enseignants ont été inspirés par leurs propres enseignants. Et nous sommes connectés avec des générations et des générations de contributions, et donc nous en recevons les bienfaits. Et donc aussi on pense comme cela, et chaque détail des bienfaits que nous recevons, ce serait impossible sans l'implication de millions de personnes neutres. Et donc dans certains cas, on pourrait recevoir entendre des histoires extrêmement tristes de parents avec des enfants qui meurent ensemble, en groupe, à cause de la famine, etc. Et les parents aiment les enfants tellement. Mais les parents sont tellement... Ils ne peuvent rien faire, ils meurent eux aussi avec leurs enfants. Mais nous arrivons à survivre. Comment est-ce qu'on arrive à survivre à maintenir notre niveau de vie grâce à toutes ces communautés, grâce à des millions et des millions de personnes neutres qui sont impliquées. Et donc, si on y pense de manière attentive, vous allez voir que votre cœur vous allez être extrêmement reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Et puis, quand vous allez retourner chez vous, et donc, qu'est-ce qui va vous rendre le plus heureux? Vous allez sur la route, et puis vous connaissez... Vous savez qu'il y a tellement de gens qui passent sur la route. Et donc, vous allez vous sentir heureux pour ces personnes ou ne pas vous sentir heureux pour ces personnes? De vous sentir heureux, ça veut dire que votre système immunitaire a été développé, c'est très bon pour votre santé. Et donc, se sentir heureux, c'est tellement mieux. Combien d'entre vous? C'est parce que grâce à eux, vous pouvez vous ressentir, faire en sorte qu'il n'y a pas de voleurs qui viennent vous tuer, etc. grâce à ces personnes. Merci à ces personnes. Et même les personnes neutres. Et donc, bien sûr, n'allez pas leur dire merci, sinon ils vont dire que vous êtes complètement dingue. Mais mentalement, intérieurement, ressentez de la gratitude. Je me sens tellement fortuné grâce à vous tous qui voyagez. Et même s'il y avait un voleur qui voulait vous le voler, mais grâce à vous, grâce à toutes ces personnes, il ne va pas venir me voir. Et donc, à la nuit, par exemple, en général, dans certains endroits, c'est sécurisé, mais dans certains endroits, non. Pourquoi est-ce que c'est grâce à la loi? Pourquoi est-ce que c'est sécurisé dans certains endroits? Qui a créé la loi? Qui a créé la loi? Et la loi? Et qu'il y a tellement d'argent qui a été employé par les gouvernements pour que la sécurité puisse advenir. S'il n'y avait pas de sécurité, là où les personnes passent, vous vous sentez... donc, ce qui vous sent tellement en sécurité quand les personnes passent, c'est grâce aux lois, etc. C'est grâce à toutes ces personnes. Et donc, si le voisinage est extrêmement en sécurité, c'est parce que en fait, les voisins sont extrêmement décents. C'est là aussi des personnes qui sont tout autour, qui sont décentes. Et puis les personnes qui sont indécentes, qui viendraient vous voler la nuit, etc., c'est parce que la plupart du temps, ce qui les empêche de le faire, c'est la loi.
Et donc c'est parce que pour que la loi puisse être maintenue dans ce lieu de vie. Et donc vous payez pour cela, bien sûr, vous payez des taxes. Mais cette taxe est tellement peu par rapport aux bienfaits que vous retirez. Si vous pensez à cela, vous allez voir que nous retirons tellement de bienfaits avec les personnes neutres. Et donc ensuite, ce que vous y pensiez ou pas, c'est libre à vous. Mais si vous y pensez, vous allez vous ressentir extrêmement reconnaissant vis-à-vis d'eux. Et dès l'instant où vous avez cette reconnaissance, vous allez vous sentir proche de ces personnes. Et puis, votre esprit va être à l'aise. La barrière va s'arrêter, il n'y aura plus de barrière. Et donc, il y a des personnes dans certaines situations extrêmement authentiques. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Vous allez regarder les gens en vous méfiant, etc. Cela ne viendra pas. Bien sûr, il faut être bien sûr habile, mais votre esprit va être en position d'aider quelqu'un. Donc, de quelle façon je peux vous aider? Et donc là, vous vous sentez tellement à l'aise. Et donc l'aise grandit dans votre esprit. Et le bienfait direct, c'est que votre système immunitaire est boosté. C'est le bienfait direct. Et donc ça, c'est grâce aux personnes neutres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les personnes difficiles. En d'autres termes, on est extrêmement dépendant des bienfaits à court terme. Des besoins à court terme, les ventilos, les vêtements, les maisons, les routes, les transports, les voitures, les trains, etc., les avions, tout ça, tout cela est possible grâce aux personnes, aux innombrables personnes neutres qui ont de leur contribution. Et ça, vos parents ne peuvent pas vous le fournir, n'est-ce pas? Et nous retirons un bienfait immense de cela pourtant. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que les résultats immédiats sont de deux types. Il y a une petite échelle et une grande échelle. Qu'est-ce qui est plus important? Des bienfaits sur une petite échelle ou sur une grande échelle? La grande échelle. Vos parents, ils vous donnent des bienfaits sur une petite échelle. Vos parents, vos amis, vos parents, votre femme, votre mari, etc. Ce qu'ils vous donnent, ce sont des bienfaits à court terme à petite échelle. Mais à la grande échelle, les résultats immédiats à grande échelle, ce ne sont pas vos parents, vos proches qui vous le donnent. C'est fourni par les êtres neutres, les personnes neutres. Si vous ne vous y pensez pas, cela dépend de vous, mais si vous y pensez, votre joie grandit, votre reconnaissance se développe, et votre système immunitaire aussi. Et donc, toutes les personnes neutres que vous rencontrez des personnes neutres, vous avez un sentiment extrêmement joyeux en vous, un sentiment de proximité en vous, et ce sentiment va durer pendant longtemps. Parce que vous allez de toute façon devoir rencontrer des personnes neutres tous les jours. Tous les jours, vous allez rencontrer des personnes neutres et la joie va se développer. Vous êtes tellement... C'est une abondance de joie qui se trouve dans votre cœur et cela booste votre système immunitaire. Et puis, dans votre esprit, l'état, c'est tellement heureux. Et donc cet état d'esprit est tellement heureux. Si vous allez dans la dépression, ce sera tellement moindre. Donc vous aurez tellement peu de chances de sombrer en dépression parce qu'il y a tellement de joie là. C'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est purement de la psychologie. C'est incroyable. Ensuite, donc nous avons besoin des bienfaits à court terme et aussi des bienfaits à long terme. Quels sont les bienfaits à long terme? L'éveil. Nous avons besoin de bonheur infini. Et le bonheur infini, et donc tant que nous n'arrivons pas à obtenir le bonheur infini, les autres types de bonheur seront extrêmement temporaires. Et le bonheur infini, c'est le bienfait à long terme. Et donc, c'est là où l'égocentrisme est totalement annihilé.
Et donc cet état égocentrique, cet égocentrisme, c'est ce qui vous empêche d'obtenir le bonheur infini. Tant que vous avez l'attitude égocentrique, la nature de Bouddha ne pourra jamais se manifester. Mais si vous éradiquez cet égocentrisme, la nature de Bouddha se manifestera d'une manière pleine et totale. Et donc, si elle ne se manifeste pas de manière pleine et totale, c'est à cause de l'égocentrisme. Et donc, débarrassez-vous de l'état égocentriste et vous pourrez faire en sorte de manifester cette nature de Bouddha de manière complète. Et donc, il faut se débarrasser de l'égocentrisme totalement. Maintenant, l'attitude égocentrique, elle peut se manifester sous différentes formes. Sous toutes les formes possibles. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose de mauvais et vous vous sentez agité, mécontent, etc. Dès l'instant où vous avez l'agitation, c'est que l'égocentrisme est agité, est activé. Dès l'instant où il y a une réaction comme ça, une réaction malsaine, c'est qu'il y a l'égocentrisme qui est là. Ça, c'est l'héritage de l'égocentrisme. Dès l'instant où vous avez l'attitude égocentrique, votre véritable nature ne pourra jamais se manifester. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on s'en sort? Débarrassez-vous de l'égocentrisme. L'égocentrisme, il y a tellement de couches différentes, tellement de strates d'attitude égocentrique. Tellement de strates qui sont là. Et donc c'est extrêmement grossier, du grossier jusqu'au très subtil. Ok. C'est and let's say. On va dire l'attitude égocentrique, quand elle est extrêmement grossière, elle est tellement visible. Par exemple, même votre mère qui vous aime tellement, vous pourriez extrêmement facilement être en colère vis-à-vis de votre mère. Ça, c'est une attitude grossière, égocentrique extrêmement grossière. Et donc, bien sûr, cela blesse votre mère, mais les effets immédiats, la personne qui est blessée immédiatement, c'est vous-même. Et donc, il y a des versions plus subtiles de l'égocentrisme. Si vous identifiez les défauts, l'aspect vicieux de l'égocentrisme, les versions grossières, plus vous y penserez, les versions grossières de l'égocentrisme vont s'affaiblir automatiquement. Elles vont s'atténuer. Mais les plus subtiles sont tellement difficiles à identifier. Et donc même de s'en débarrasser, ne serait-ce que les identifier. Ne serait-ce que les identifier, c'est déjà très difficile. Combien d'entre vous vont faire un check-up annuel, un check-up médical annuel? Combien d'entre vous? Franck? Non? Parce que c'est trop jeune. Oui, sûrement. Les autres, pourquoi est-ce que vous faites un check-up annuel? Un check-up médical? Tu n'y vas pas à cause de la paresse? Ou tu y vas parce que tu y vas par paresse? Je n'y vais pas. Non. Qui y va? Qui fait un check-up? Un check-up médical annuel? Qui? Mike? Donc, parce qu'on vieillit, donc il y a des choses qui pourraient... Qui n'y va pas, ce n'est pas grave. Imaginez ces personnes qui y vont. Ces personnes qui vont faire un check-up médical. Et comme a dit Mike, c'est quand aller voir le docteur. Et c'est juste un check-up médical annuel. C'est pas quand vous avez un problème que vous y allez. Ce n'est pas de tout ça que je parle. Je ne parle pas, tiens, vous avez un accident et vous allez à l'hôpital. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, vous allez volontairement... Vous n'avez pas de problème évident, vous n'avez pas de symptômes, mais pourtant vous y allez pour faire un check-up médical. Et pourquoi est-ce que vous y allez? Pour être sûr que tout va bien. Et donc ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr parce que vous y allez. Avant d'aller voir le médecin, vous n'êtes pas sûr si vous avez un problème ou pas. Et donc le problème peut le savoir, le docteur peut le savoir. Donc, le médecin, et vous allez dire au médecin, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez checker, vous pourriez regarder, vérifier si tout va bien ou pas? Et vous allez le payer pour ça. C'est gratuit. Au Canada, c'est gratuit. Tu payes des taxes? Ok. Donc ça veut dire que c'est payé par les taxes. Vous payez, tu payes.
Donc en fait, c'est une partie attribuée par les taxes. Et donc tu sais que tu payes. En Amérique, vous payez? Oui, oui, on paye. On doit payer de manière indirecte ou directe, on doit payer de toute façon. Et les médecins, ils sont là pour... ils sont volontaires, les médecins. Les médecins, est-ce qu'ils sont volontaires ou est-ce qu'ils sont payés? Ils sont payés. Donc les médecins, ils ont un salaire. Ils ont un salaire pour ce qu'ils font. Donc ils sont payés. Oui, c'est sûr. Et donc les médecins sont payés pour ça. Et donc on dit au docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vérifier si tout va bien chez moi, je vous paye. S'il vous plaît, prenez cet argent. Et donc que vous le disiez ou que le gouvernement les paye, de toute façon, il y a quelqu'un qui paye les médecins. Pourquoi? Pour voir si vous avez un problème. Vous comprenez? Et le docteur dit, oh, vous n'avez pas de problème, vous êtes content. Et il vous dit, ah, vous avez un petit problème, tiens, vous devez réparer, vous devez soigner ceci ou cela, etc. Et donc, vous êtes content parce que le médecin vous a dit, ah, j'ai un petit problème avant que cela ne s'aggrave. Et donc maintenant, et là, on vient à la retraite de Bodhisattva, au centre Kalachakra, et puis vous dites, oh là là, c'est une retraite magnifique, incroyable, c'est tellement intense, c'est une retraite tellement intense, c'est merveilleux, c'est tellement profond. Et puis vous rentrez à la maison, et puis votre mère dit, ah, comment était la retraite? Ma fille, mon fils, ça, c'était merveilleux, magnifique. Et puis votre voisin frappe à la porte. Qui a mis la poubelle à côté de ma porte? Qui a mis la poubelle à côté de ma porte? Et Sophie arrive. Sophie qui dit, ah, c'était une méditation extrêmement profonde, magnifique, ah, ça y est, j'ai développé l'amour inconditionnel. Et elle sort. Et le voisin dit, c'est vous qui avez mis la poubelle à côté de ma porte? Mais je ne l'ai pas fait aussi, c'est nous qui aurions pu le faire. Et Sophie dit, mais comment est-ce que vous osez dire ça? Comment est-ce que vous osez dire ça? Et donc, où est la bodhicitta? Où est la bodhicitta? Et donc, ta mère, et quand Sophie, Sophie aussi, et donc elle arrive. Sophie, comment était la retraite? Ah, magnifique, super profonde, merveilleuse, etc. C'est incroyable, du style, l'amour inconditionnel. Et la mère dit, ah, magnifique, est-ce que tu veux un jus de fruits? Et Sophie dit, et donc, au lieu de dire, ah, tiens, maman, je vais te servir, elle ne dit pas ça. Et puis, en revenant, ah, maman, et après la retraite, elle dit, ah, maman, assis-toi, c'est moi qui vais te servir. Et sa mère se dit, ah, mais alors, Sophie, elle a changé tellement, c'est moi qui me sers. Avant, c'est moi qui la servais, maintenant, c'est elle qui me sert. Ah, mais c'est incroyable. Ah, mais tu dois être extrêmement spécial. Et puis, à nouveau, le voisin arrive, et qui a posé la poubelle à côté de ma porte. Et donc la mère de Sophie ne pouvait pas identifier l'égocentrisme extrêmement subtil qui était à l'intérieur. Et donc, ah, mais tu as changé, tu as beaucoup changé, et maintenant tu es tellement gentil avec moi. Et donc la mère est tellement... et puis le voisin dit, ah, qui a posé la poubelle à côté de ma porte? Et puis Sophie dit... Au début, elle disait, ah non, mais non, assieds-toi. Et comment est-ce que tu... Et comment est-ce que tu... Et donc, comment est-ce que tu peux oser dire quelque chose comme ça? Donc, votre voisin, d'une certaine manière, il est en train de vous dire, mais où est votre bodhisattva? Où est-ce que votre... Et on a toujours ici la maladie. On a toujours l'attitude égocentrique. Mais votre mère ne pouvait pas l'identifier, mais votre voisin pouvait l'identifier. Vous comprenez? Lui, il peut. Et donc, de la façon que le docteur doit identifier la maladie en vous, vous devez le payer. Le voisin vous permet d'identifier votre égocentrisme. C'est seulement si vous identifiez votre égocentrisme que vous pouvez travailler dessus pour l'affaiblir. Si vous ne l'identifiez pas, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. L'identifier, c'est extrêmement précieux, vous comprenez? Et donc, quel est le plus difficile? Identifier une maladie physique ou l'attitude égocentrique, l'égocentrisme subtil? La maladie ou l'égocentrisme subtil? Quel est le plus difficile à identifier? Identifier l'égocentrisme, même votre mère ne peut pas l'identifier. Même le docteur ne peut pas l'identifier. Le docteur,
Le docteur de famille, le médecin de famille dit « Ah, mais ta fille a tellement changé, maintenant elle est tellement gentille. » Et le docteur ne peut pas identifier l'égocentrisme subtil. Pour la physiologie, c'est facile, mais on doit payer pour ça. Et donc ce que je dis ici, c'est que qui vous aide le plus à identifier l'égocentrisme le plus subtil? Seules les personnes difficiles. Seules les personnes difficiles. Seulement là, vous pouvez, grâce à ces personnes, espérer vous débarrasser de l'égocentrisme et faire en sorte que la nature de Bouddha se manifeste de manière totale. Et donc, c'est grâce à ces personnes que vous pouvez obtenir le bonheur infini. Et qui vous donne cette opportunité? C'est votre ennemi. Imaginez. Et combien d'entre vous connaissent Mohamed Ali? Combien d'entre vous connaissez tous Mohamed Ali? C'était un boxeur, c'est un boxeur légendaire. Ne dites pas juste boxeur. Il y a tellement des centaines de boxeurs, il y a des centaines de boxeurs, mais là c'est un boxeur légendaire. Qui est Mohamed Ali? Un boxeur légendaire. Et comment est-ce qu'il est devenu un boxeur légendaire? C'est très sérieux, c'est très sérieux. Si sa mère avait été son coach, il n'aurait jamais pu devenir un boxeur légendaire. Ça, c'est garanti, n'est-ce pas? Si sa mère avait été le coach, sa mère n'aurait jamais réussi à le battre. Elle aurait fait comme ça, maman. Et il n'aurait jamais appris comment esquiver les punchs. Et donc, c'est uniquement quand le coach peut le puncher, lui envoyer une droite qu'il arrive ensuite à se défendre, à esquiver. Et donc, vous voulez être un boxeur médiocre ou un boxeur légendaire? Si vous voulez être un boxeur, vous voulez être quoi? Vous voulez être un boxeur légendaire ou un boxeur médiocre? Légendaire. Vous voulez être un boxeur légendaire, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un véritable coach. Et donc, vous voulez les bienfaits à long terme ou les bienfaits à court terme? Les bienfaits à long terme. Et donc, vous avez besoin que quelqu'un vous aide à identifier l'égocentrisme. Seulement les personnes difficiles peuvent identifier l'attitude égocentrique. Vos parents ne peuvent pas déceler l'égocentrisme subtil, mais eux ne peuvent pas le faire. Et surtout si vous voulez obtenir le niveau gâté. En général, les personnes vont vous respecter comme un Bouddha. Oh là là, c'est un Bouddha. Oh là là, c'est un Bouddha. Cette personne est un Bouddha. Elle est venue au centre Kalachakra. C'est quelqu'un qui est venu, un tel bodhisattva. C'est merveilleux. Oh, il n'est jamais en colère. Et puis vous allez là. Oh, regardez comment elle irradie de ce sourire, de compassion, etc. Et on ne sait pas qu'il y a l'égocentrisme subtil à l'intérieur. Qui peut l'identifier? Seulement les personnes difficiles. Regardez quel Bouddha c'est. Regardez, c'est la personne qui a mis, qui a instruit sa mère à poser la poubelle à côté de ma porte. Et donc qui pourrait être un Bouddha comme ça? Et donc c'est qu'il est arrivé. Mon enseignant, il était incroyable. Il a passé presque toute sa vie en retraite solitaire. L'un de mes enseignants. Et donc les commodités étaient extrêmement médiocres en ces temps, en 1970. Les commodités. Et donc il avait une vingtaine d'années. Et puis pour l'eau quotidienne, il devait descendre d'une cabane de son héritage jusqu'au pied de la colline pour avoir l'eau. Et puis, parce qu'il avait un tank, une réserve d'eau commune. Et donc il avait un jerrycan. Combien d'entre vous connaissez le jerrycan? C'est quoi un jerrycan? Qui veut expliquer? C'est quoi un jerrycan? Ah, on en a à la cuisine pour prendre l'eau. Yes. Il y a longtemps, c'était en métal. Ils étaient en métal. Les jerrycans étaient faits en métal. Ici, c'est en plastique. Ici, on en a. Non, ils sont en plastique. En plastique. Et donc, à l'époque, c'était en métal. C'est ce qu'a dit Martine, n'est-ce pas? En métal.
Et c'est par exemple 20 litres. 20 litres de capacité. Et donc il fallait aller d'en haut en bas. Et donc c'était extrêmement abrupt. Il était dans sa vingtaine. Il avait un peu plus de 20 ans, etc. Et donc il allait en bas, aller chercher l'eau. Et puis le plombier qui faisait attention au tuyau. C'était une personne extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Et si on ne voyait pas le plombier, il était chanceux. Mais dès qu'il voyait le plombier allait l'attaquer, les retraitants. Et mon enseignant, quand il était très jeune, et donc pour aucune raison, il disait « Tu as cassé le tuyau, tu as cassé le réservoir. » Et puis mon enseignant disait « Non, je ne l'avais pas fait. » Et le plombier disait « Mais si tu l'as fait, si tu ne l'as pas fait, qui l'a fait ?» Et donc il disait « Non, je ne l'ai pas fait. » Bien sûr que tu l'as fait. Et les deux étaient jeunes. Et donc, lentement, l'attitude égocentrique à l'intérieur, dans la montagne, méditer, l'égocentrisme était rabaissé, et ensuite tu l'as fait. Et puis, l'égocentrisme revenait, et progressivement, comment est-ce que tu peux parler comme ça? Quelle preuve tu as? Et il parlait de manière extrêmement forte. Et puis les deux, ensuite, ils ne parlaient plus, ils prenaient l'eau, etc., et ils transportaient l'eau en haut. Et puis, il posait le jerrycan dans une toute petite cabane. Il s'asseyait sur le coussin. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc, il se posait la question à lui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ok, je vais aller chercher de l'eau. Je viens d'aller chercher de l'eau. Et donc, quoi d'autre? Et donc, j'ai rencontré le plombier. Et ensuite, quel type d'échange? Et il a commencé à me critiquer, etc. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit gentiment, ok, non, je ne l'ai pas fait. Et puis, il a dit, mais et donc, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, j'ai commencé à crier, etc. Est-ce que c'est un retraitant? Non. Est-ce que c'est un nomade? Non. Est-ce que tu es un nomade? Et donc, est-ce que tu es un ermite? Oui, tu es un ermite pour méditer. Est-ce que c'est ça ta compassion? C'est ça ta compassion? Ah non, désolé, ce n'est pas ça. Oh non. Et donc, tu es supposé être un ermite, un retraitant. Puis j'atteindrai l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et puis là, et quoi, Bouddha, pour être... donc, ne serait-ce que pour une personne, tu n'arrives pas à avoir la compassion? Ok, demain, je ne le ferai pas. Demain, je le laisse me tuer, me battre. Et je ne dirai rien à cette personne. Et puis le lendemain, ok, encore avec le jerrycan, en bas de la colline. Et puis le plombier arrive. Ah, qu'est-ce que tu as cassé encore? Ok, aujourd'hui, je ne dirai rien. Je ne répondrai pas. Ah non, je n'ai rien cassé. Et puis, il continue. Non, c'est pas grave, je ne vais rien dire, je me tais, je ne dis rien. Ah, mais tu es tellement idiot, tu ne sais même pas parler. Ah, tu es tellement stupide, tu ne sais même pas parler. Et donc ensuite, mais comment est-ce que tu peux me traiter de stupide? Et puis il prend l'eau, et puis il monte, et puis comment était ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, je suis allé chercher l'eau. J'ai rencontré et donc je suis resté en silence. Et non, après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hé, stupide, et toi, qu'est-ce que tu as dit? Mais comment est-ce que toi, tu es l'idiot? Et aujourd'hui, tu as dit qu'il me tue, qu'il me batte. Je ne répondrai pas, je ne réagirai pas. Est-ce qu'il t'a tué? Est-ce qu'il t'a battu? Non, même pas, il ne m'a même pas battu, il ne t'a même pas tué, mais il ne t'a même pas battu, et toi? Et pourtant tu as réagi. Ouais. Mais comment est-ce que tu peux être si faible? Et donc, lui, il ne prétend pas être un ermite, un pratiquant de Dharma. Toi, tu prétends être un Dharma, toi, tu as le titre, je suis un retraitant. Et donc, quel type de retraite tu es en train de faire? Donc, dommage, je ne le ferai pas. Et le lendemain, et donc le plombier est arrivé. Toi, tu l'as broqué. C'est toi qui l'as. Je vais t'emmener au bureau. Je vais t'emmener. Et non, je ne l'ai pas fait. Non. Et non, c'est pas grave. Laissons faire ce qu'il veut. Ce n'est pas grave. Et encore. Ah, toi, tu es le stupide. Tu es la personne idiote. Non, c'est pas grave. Je ne veux pas répondre. Et c'est pas grave. S'il me bat, ce n'est pas grave. Et il pourrait me tuer, ce n'est pas grave. Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta montagne? Tu es une personne inutile.
Tu ne sers à rien, tu ne sais bon à rien, tu ne sers à rien, etc. Tu devrais retourner dans ta montagne. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Tu peux dénigrer ces ermitages, ces ermites qui sont là. Tu crées un tel langage. Quoi? Quel type de karma négatif? Et tais-toi. Et ça fait rire. Et il remonte. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Croyez-le ou non, ça lui a pris 6 ans. Ça lui a pris 6 ans de rencontrer cette personne. Et la 6e année, quoi que dise cette personne, pouvait le critiquer, etc. Son esprit était extrêmement calme, totalement calme et paisible, aucune agitation, aucune irritation. Et donc c'est ce qu'il a ressenti. Et donc ensuite il remontait avec son jerrycan, etc. Et puis il disait tiens, aujourd'hui il était extrêmement compliqué. Je n'ai pas réagi. Tu es sûr? Ah oui, je n'ai pas du tout d'irritation. Et quel est ton état émotionnel? Tu n'as pas réagi, mais quel était tu étais en colère? Non, pas du tout en colère. Non, je suis tellement calme et paisible. Il n'a pas du tout affecté mon monde intérieur. Est-ce que tu t'es senti compatissant? Non. Mais tu es venu là pour développer la compassion, pas simplement un calme, mais aussi pour la compassion. Mais c'est vrai. Ça lui a pris encore 1 année de plus après avoir géré la colère. Ça lui a pris 1 année de plus pour cultiver la compassion. Ça lui a pris 7 ans en tout. Et la 7e année, c'est ce que mon enseignant m'a révélé en privé. La 7e année, plus l'autre l'abusait, le harcelait, plus il le harcelait, plus il se disait mais c'est un enfant. Il se sentait tellement compatissant à son égard. Il se disait mais cette personne de manière inutile se crée tellement de karma négatif, et les conséquences seront tellement lourdes pour lui. Il s'est senti tellement compatissant. Et donc, c'est tous ces karmas négatifs et donc, dans son esprit, à la 7e année, c'est ce qui venait. Ça lui a pris 7 ans pour réussir sa pratique. Et donc, si nous pratiquons, il faut faire en sorte de réussir cette méditation. Et donc, c'est par rapport à la façon dont nous pouvons obtenir le bienfait sur le long terme, la totale liberté par rapport aux souffrances et le bonheur infini qui pourra nous en venir grâce uniquement à la bonté des personnes difficiles. Dans cette méditation, et donc pour nous, on peut réfléchir aux personnes difficiles, parce que ces personnes difficiles me permettent d'identifier les attitudes égocentriques. Et donc quand on est en colère, c'est toujours là, même si on n'est pas en colère, elle est toujours là. Et donc par exemple, je suis avec ma mère, avec mes amis, les personnes qui viennent prendre des conseils de moi, etc. Quand les personnes sont agitées, viennent prendre des conseils, je leur dis mais ne soyez pas en colère, n'allez pas vous complaire dans l'attitude égocentrique. Mais c'est toujours là au sein de moi. Cette attitude égocentrique, je ne l'avais pas identifiée. Tant que la personne difficile n'était pas venue me voir, elle est tellement bonne, c'est grâce à elle. Plus vous allez vous développer en colère contre l'attitude égocentrique, moins vous serez en colère vis-à-vis des personnes difficiles. Et vous allez voir que l'attitude égocentrique, c'est la personne c'est l'état d'esprit qui engendre toutes les agitations, la colère, tous les états d'esprit malsains. Et donc, et progressivement, vous allez, les personnes qui sont extrêmement caractérielles, etc., les personnes qui sont colériques, elles ne vivent pas longtemps parce que leur système immunitaire est tellement faible. La colère, elle rôde le système immunitaire. Et donc les personnes qui sont en colère peuvent très facilement être emportées par les maladies. Et les soins sont extrêmement difficiles à leur être donnés. Et donc ça c'est le problème. Qu'est-ce qui fait que ces personnes n'ont pas la longévité? C'est à cause de l'attitude égocentrique. Et donc c'est pourquoi nous devons, plus on va y penser, toutes ces choses sont connectées. Et donc de l'étape 1, 2, etc. jusqu'au 7, tout est connecté. On va faire 35 minutes pour la poster. Gati
bodhiswatta om gate gate aragate arasangate bodhiswatta